Et c'est sur un plateau bien fourni et copieux que nous vous servons tous les ingrédients pour un bon matin sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Nous avons un invité dans ce studio en la personne de M. Barthélemy Gué-Conan, expert voilà, en la matière lorsqu'on parle de digital. Il est avec nous, on le retrouve pour poursuivre ce que nous avons commencé déjà la semaine dernière. Bonjour M. Gué-Conan. Bonjour, bonjour Ansval, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Hein? Pareil, plaisir partagé. Surtout pour évoquer un sujet très important. Oui, oui. La digitalisation. Exactement. La digitalisation, la semaine dernière, on a vu la définition. Oui. On a vu plus ou moins, on a fait l'état des lieux de la digitalisation avant la Covid. Oui. Donc on va rappeler brièvement ce qu'est la digitalisation. On avait dit que la digitalisation, c'est le fait pour les entreprises, les sociétés humaines d'intégrer donc les nouvelles technologies de l'information dans les modes de fonctionnement, dans toutes les strates de l'entreprise. Okay. En termes d'impact, ou alors d'abord en termes d'état des lieux, on a vu que avant donc la Covid, on était dans une société qui privilégiait les rapports physiques pour régler les actes commerciaux. On avait un début de digitalisation avec les logiciels de gestion, par exemple à la RTI, plutôt que de faire la paye avec, on va dire, de main en main. C'était des logiciels de gestion qui permettaient de faire cette paye-là. Juste nous faire comprendre que ça existait plus ou moins. Exactement, ça existait plus ou moins. Mais on était à une phase de digitalisation, donc sur l'aspect technologique. Ce qu'il faut intégrer comme impact majeur de la digitalisation donc dans cette phase donc, de Covid, c'est la transformation digitale. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus l'outil qu'on voit, c'est l'usage qu'on voit. Je suis chez moi plutôt que je suis en télétravail, plutôt que de venir au travail et aller voir le DRH pour demander une attestation de travail. Je reste chez moi grâce à un workflow, je fais ma demande en ligne et elle est validée. Donc c'est beaucoup plus les sujets qui ont été, on va dire, exacerbés, ont été, on va dire, multipliés du fait de la Covid. De la Covid. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Bien sûr. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est quasiment toutes les entreprises qui ont remarqué que la Covid, bien que c'était on va dire une maladie qui a causé beaucoup de tort, est une opportunité. Donc toutes les entreprises qui ont eu un retard ont commencé à se digitaliser dans toutes les strates. Donc on parle même de la gestion quotidienne donc du personnel. On parle aussi en termes de réunions. Maintenant les réunions sont moins, on va dire moins présentielles. Donc ce sont avec les logiciels donc de réunions comme Microsoft Teams, comme Zoom, qui permettent aux entreprises maintenant de faire des réunions. On a aussi le développement de l'aspect marchand, en fait. C'est-à-dire pour des entreprises donc de retail, donc de vente. On a développé des sites de vente en ligne. On a intégré comme j'avais dit, un relais de croissance, le fait d'aller sur Internet, d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, on va dire, l'Internet fait partie, en fait, de la stratégie globale des entreprises. En fait. OK. Alors, avant, il y a des entreprises qui ne connaissaient pas vraiment cet aspect-là, mais on se digitalise comment? Quand on ne connaît pas, quand on a des agents qui ne sont pas forcément outillés à cet élément, on se digitalise comment? C'est tout un plan de transformation. Parce qu'à la fois, il faut parler d'infrastructures, donc de technologies qu'il faut mettre en place, donc des process à digitaliser. Je parlais tout à l'heure de workflow. Donc, par exemple, c'est de dire, mettre en place des processus digitalisés. Un exemple concret, ce serait l'exemple de réunion. C'est de dire, plutôt que de faire des réunions physiques à partir de 2-3 personnes, il faut décider d'aller faire des réunions grâce à un outil de visioconférence. Premier exemple, donc c'est de mettre en place d'abord les technologies, donc les outils, et puis d'un autre côté, travailler sur les usages, travailler sur les compétences à acquérir. Parce que c'est un domaine nouveau. Nous avons dans les entreprises on va dire un âge moyen qui tourne autour de 40-45 ans où on n'a pas forcément été accoutumé aux outils digitaux. Et donc, par moment, on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Parce que c'est que même un clavier, on n'arrive même pas à le maîtriser. Exactement. Donc il faut former. Il faut former. Donc il y a eu le développement donc, des plateformes de formation en ligne qui ont permis aux salariés donc, de monter en compétence sur ces nouvelles technologies-là. Maintenant, comme on dit, la maîtrise vient avec l'habitude, on était plus ou moins obligé d'utiliser ces outils. Donc,
il y a eu une formation sur le tas. Une formation sur l'État. Donc, pour autant, votre question, deux aspects pour se digitaliser, c'est de mettre en place, identifier donc les différents process de l'entreprise, mettre en place les technologies qu'il faut pour substituer aux actes physiques des exemples, enfin des actes digitaux. Et puis, de notre côté, mettre les salariés et les entreprises dans un plan de transformation digitale de sorte à, voilà, à adopter donc, les usages digitaux. Alors, vous êtes dans le domaine. Est-ce que ça a été fait concrètement et le résultat aujourd'hui? Alors, ça a été fait. Le résultat, il ne faut pas se mentir. De mars à, comment dire, de mars à aujourd'hui décembre, la digitalisation, elle est présente dans les entreprises. Mais l'usage est encore timide. L'usage est encore timide. Vous avez un outil comme les réseaux sociaux d'entreprise qui ont été mis en place déjà pour créer ce lien-là, parce que l'un des impacts majeurs de la Covid, c'est d'avoir provoqué la distanciation des personnes. Bien sûr. Donc il fallait ressouder un peu ce tissu social-là grâce à des réseaux sociaux d'entreprise, mais qui ne sont pas véritablement utilisés. Parce que, bon, soit on n'en voit pas l'utilité, ou alors parce que le salarié il a peur donc, de venir s'exprimer. Donc il y a encore des frais majeurs au niveau de la digitalisation au niveau des entreprises. Donc ça a été fait en termes de technologie, en termes d'usage, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On va rester sur le thème d'usage. On va sortir un peu de ce thème technique-là et faire comprendre terre à terre à nos téléspectateurs. Moi, Thierry, je suis à la maison, je dois faire le télétravail. Généralement, je vais au travail en costume. De manière plus claire et plus simple, est-ce que chez moi à la maison, parce que je suis en télétravail, je dois être en costume et tout? Quelles sont ces attitudes à avoir, ces comportements à avoir lorsqu'on est, par exemple, en télétravail? Alors, ça a été d'abord on était un peu désorienté tout ça, hein, parce que c'est quelque chose de nouveau, se retrouver à passer, j'avais dit 8 heures sur son ordinateur à travailler, alors qu'on était habitué à être dans un environnement physique avec des collègues, soit des open space ou alors dans des bureaux. On se retrouve chez soi avec sa famille et à travailler depuis un ordinateur. Donc ça a été vraiment déroutant au début pour des personnes et après on a commencé à s'accoutumer un petit peu de façon concrète. Le digital dans le cas de la Covid, ça a consisté simplement pour des personnes de rester chez elles, utiliser un ordinateur, avoir on va dire, le pack office donc pour travailler. Vous avez soit des VPN pour les personnes qui sont sur des métiers assez confidentiels dont il faut préserver la sécurité de l'information. Ils ont travaillé avec des VPN. Ceux qui n'étaient pas sur des métiers de ce type-là, on travaillait simplement avec Outlook, avec des logiciels plus simples. Voilà, plus simples que vous connaissez. Pour les réunions, ça a été soit Microsoft Teams, ça a été soit Zoom ou alors Skype entreprise, que les gens utilisaient concrètement. Ensuite, ça c'est pour l'aspect, j'ai envie de travail professionnel, mais à côté de ça, il y a la vie du salarié qui est à l'entreprise, qui est dans l'entreprise, donc il se retrouve à la maison, comment il gère donc tous ces actes administratifs-là. Il y a eu des workflows, comme je l'ai dit, qui ont été développés dans les entreprises, qui leur permettaient plutôt de se déplacer, venir en entreprise, donc faire une demande d'attestation, un certificat, ou alors ils pouvaient le faire, et puis avec des services de livraison qui avaient été mis à disposition par les entreprises, permettait de leur faire parvenir ces actes-là. Du coup, on est sur soi, mais on travaille comme si on était en entreprise. En entreprise. Alors, ces personnes que vous rencontrez au quotidien, ces travailleurs qui découvrent un peu cela, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là? Le premier sentiment, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, tout ça. On imagine. Oui, parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec un logiciel comme Microsoft Teams, ça peut être déroutant de voir l'interface. Et puis, ne serait-ce qu'organiser une réunion. Comment tu génères le lien de la réunion, comment tu l'envoies à tes collègues, et comment après, à l'heure venue, tu te retrouves à peut-être activer le micro, la caméra pour faire la réunion. Donc, voilà, dans les débuts, c'était déroutant pour des personnes qui étaient moins habituées à tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est technologie. Maintenant, d'un côté, les personnes un peu plus jeunes, comme ceux qui ont la trentaine, qui ont grandi plus ou moins avec Internet, c'était c'était une opportunité, ça leur permettait d'être un peu libre. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler partout, n'importe où, pour peu qu'on ait soit son ordinateur, même avec le téléphone, on pouvait travailler. Donc, on évitait la contrainte du travail. Il y a deux sentiments. Un sentiment des personnes moins digitalisées qui se retrouvaient forcées d'utiliser le digital, qui ont trouvé que c'était pénible, mais de l'autre côté, ceux plus jeunes qui ont
qui ont grandi avec les réseaux sociaux ont trouvé que c'était voilà, une espèce de liberté pour eux travailler avec le digital. Portez-vous bien. Merci. Nous allons avoir un autre sujet, car on est ici, c'est pour vous informer aussi. Code citoyen. Bonjour, Madame Kwasi. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, avec vous, les symboles de la République, on en parle. Déjà, quels sont, on va définir ces mots-clés, symboles et République, pour nos téléspectateurs. Très bien. Merci. Le symbole, en fait, du latin symbolum, ou signe, en fait, est un être animé ou une chose qui représente un objet. Ça peut être aussi une personne, en fait, qui incarne de façon exemplaire une idée. Maintenant, la République du latin res publica, ou chose publique, est un système politique dans lequel la souveraineté, en fait, le pouvoir est exercé par le peuple, soit directement ou bien par un représentant. Donc, les symboles de la République sont en fait l'ensemble des signes et indices qui traduisent en fait la souveraineté de l'État. Ils permettent de montrer une nation et d'expliquer un peu l'État. Ce sont en fait des signes qui nous permettent d'identifier un État. Par exemple, si nous sommes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que nous voyons le drapeau tricolore orange, blanc et vert, chaque Ivoirien se reconnaît déjà en ce drapeau-là, qui est le signe visuel de la République de la Côte d'Ivoire. Ou bien même quand il entend chanter l'hymne national, oui, qui est en fait le signe sonore en fait, qui représente la République de la Côte d'Ivoire. Et sûr. Donc, en fait, les symboles de la République sont des cachets de l'État. Vous avez commencé à les égrener. On a parlé du drapeau, de l'hymne national. Oui. On a quoi d'autre? En fait, nous avons 5 symboles identitaires. 5 symboles identitaires de la République de la Côte d'Ivoire. Nous avons l'emblème national, qui est le drapeau tricolore orange, blanc et vert. En fait, ce n'est pas l'éléphant. Oui. Très bien. En fait, je tenais véritablement à préciser cela. Oui. Parce que on fait généralement la confusion. Voilà, on fait cette confusion-là. Ensuite, nous avons la devise de la République, Union, discipline, travail. Nous avons aussi notre hymne national, l'abidjanaise. Ce n'est pas salut aux terres. C'est l'abidjanaise. Très bien, parce que quand on demande aux jeunes, très souvent, ils nous disent salut aux terres. Non. Surtout aux enfants chez nous, quand ils disent salut aux terres et puis on les accompagne dans cette erreur. Non, non, pas du tout. Et le 4e symbole, ce sont les armoiries de la République de Côte d'Ivoire. Et enfin, le 5e symbole, le portrait du président de la République. OK. L'emblème, le drapeau et aussi le portrait ou même les autres symboles, où est-ce qu'on les retrouve? Ces symboles-là, on les retrouve très souvent dans nos administrations. Oui. Au fronton, en principe, au fronton de nos édifices, dans la cour de nos établissements, quand on parle par exemple de l'emblème national. Oui. On les retrouve aussi dans nos bureaux. En principe, on doit les retrouver dans nos bureaux quand on parle de l'emblème national. En principe. Voilà, en principe. Oui. Bon, malheureusement, en fait, l'usage qui en est fait n'est pas en fait, l'usage approprié. Par exemple, laquelle en fait, nous informons dessus, nous sensibilisons là-dessus. Bien sûr. Alors, plus concrètement, on va vraiment parler de chaque symbole. Voilà, l'emblème et aussi le portrait, l'importance de ces symboles pour un pays. Très bien. En fait, comme je le disais tout à l'heure, l'emblème en fait, permet d'identifier même notre pays. C'est le cachet visuel en fait, de notre pays. Donc, l'emblème de la République de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau tricolore orange, blanc et vert en bande verticale et d'égale dimension, selon notre Constitution, l'article 48 de notre Constitution. Oui. Et donc, en fait, contrairement au drapeau irlandais, qui est vert, blanc, orange, ou bien même au drapeau du Niger, qui est orange, blanc et vert, mais en bande horizontale, notre drapeau est en bande verticale et d'égale dimension. Quand vous parlez du sens même de notre emblème national, les couleurs qui traduisent véritablement, qui sont traduites ont une valeur de notre emblème national. Nous avons la couleur orange, qui est en fait le sang d'une nation jeune. Très souvent, on nous dit l'orange, c'est la savane. Non, ce n'est pas la savane. Selon le compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu en fait, des discussions concernant le sens même qu'on voulait donner
à notre emblème, à notre emblème national, il a été décidé que notre emblème national, la couleur orange représentait en fait le sang d'une nation jeune. Aussi la couleur blanc, la couleur blanche certes représente le droit, la paix, mais pour nous, Ivoiriens, c'est la paix dans le droit, la paix dans la justice. Et enfin la couleur verte, la couleur certes pour certains qui est l'espérance, mais pour nous, Ivoiriens, c'est la certitude d'un devenir meilleur. Et donc, en fait, ce sont ces différentes significations-là qui ont été données aux couleurs de notre emblème national. Oui. Et le portrait du chef du président de la République? Le portrait du président de la République, en fait, c'est le portrait officiel qui est donné par la direction de la communication de la présidence. Ce n'est pas, en fait, le portrait, qu'on appelle ça, partisan. C'est-à-dire lorsque, par exemple, on a été à un meeting du président de la République, on a pris une photo avec le président de la République, non. Ce n'est pas la photo du président de la République en tant que militant, non. C'est ce portrait officiel-là qui est donné, puisque nous sommes un régime présidentiel. Et donc, monsieur le président de la République, au travers même de l'article 54, en fait, est un symbole. Et donc, son portrait doit être, c'est le portrait officiel qui doit être présent dans nos salles de réunion, dans nos bureaux, en tant que personne de l'administration, tant dans le public que dans le privé. Parce qu'il est le chef de l'administration. Bien sûr, le chef de l'administration, bien signifié avec Mme Kwasi. À travers vos directions, vous êtes en relation aussi avec les populations ivoiriennes. Est-ce que ces symboles de la République sont-ils bien perçus ou même connus véritablement par les populations? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Bon, dès le début, quand nous avons commencé nos sensibilisations, on s'est véritablement rendu compte que ces symboles-là ne sont pas très bien perçus par la population ivoirienne. Parce qu'en fait, il y avait des amalgames, comme je le disais tout à l'heure, concernant l'emblème national. On nous dit que c'est l'éléphant, voilà. Donc, il n'était pas bien perçu et bien utilisé même par les populations ivoiriennes. Tout récemment, c'est-à-dire j'ai été à Yamé, au boulevard Nangui, à Brougua, c'est ça, au niveau du marché. Et je me rends compte que l'emblème qui est utilisé là, on met le drapeau orange, blanc, vert, et au milieu du blanc, on se permet des modifications. On se permet des modifications en fait, de notre emblème national. C'est apposé là les armoiries, et en plus même, ce ne sont même pas des armoiries conformes, c'est des armoiries fantaisistes, des armoiries orange, blanc et vert, au milieu du blanc. Ce n'est plus l'emblème national ivoirien, ce n'est plus le drapeau ivoirien. Et donc pour nous, il faut véritablement éviter ce genre de fantaisie-là. Parce qu'en fait, on a un seul emblème national, c'est le drapeau tricolore orange, blanc et vert. Il en est de même en fait de bon nombre de nos symboles qui sont malheureusement très mal connus et mal utilisés. Surtout mal utilisés par nos populations. Alors, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez réellement sur le terrain pour que cela soit plus connu par les populations? D'abord, même concernant le secrétariat d'État chargé du service civique, nous organisons régulièrement même des cérémonies d'honneur à l'emblème national pour faire comprendre un peu le sens véhiculé par notre hymne national, par notre emblème national. Nous faisons aussi du renforcement des capacités et pendant nos formations, nous insistons véritablement sur ces différents symboles-là, symbole par symbole, pour parler de leur sens, pour parler en fait de la disposition pratique en fait, de ces symboles-là, comment est-ce qu'on doit utiliser ces symboles-là. Donc en fait, nous-mêmes, nous avons édité même ce dépliant, ce document relatif aux 5 symboles identitaires de la République de la Côte d'Ivoire, qui permet en fait aux différentes institutions de comprendre le sens véhiculé. Nous avons aussi interpellé les différents ministères pour leur dire de ne pas utiliser des armoiries fantaisistes parce que malheureusement, il y a certains ministères et non des moindres. Merci beaucoup à Mme Georgette Kwasi. Voilà, vous informer sur cela, c'est très important, les 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire. On rappelle qu'elle est directrice du civisme et de la citoyenneté. Avec elle, on a pu se pencher sur ces 5 symboles qui sont très importants. On a mis 2 en exergue, l'emblème et le portrait du président de la République, histoire comme ça de vous emmener à être des Ivoiriens nouveaux. Voilà, je vais dire
plus que nouveau, je me permets. Je me permets de cette formulation. Merci à vous. Merci à la RTI Oui. qui nous permet véritablement de faire connaître en fait, ces différents symboles-là qui sont notre patrimoine Oui. et donc que chaque Ivoirien doit s'approprier. Oui, la RTI qui respecte tous ces symboles. Hein. Lorsque vous sillonnez, bien sûr, notre RTI, vous avez la possibilité de vous en rendre compte. Et aussi, comme toutes les administrations, le premier lundi de chaque mois, c'est le salut aux couleurs. Voilà. Merci beaucoup à vous, chère madame. Nous allons, j'ai dit, plus ou moins rester dans le même sujet avec la thématique du jour. Et ce sera avec monsieur Oucho Gérard, chef de service chargé de la formation au secrétariat d'État chargé du service civique. Nous sommes toujours avec cette institution et sachez qu'il est enseignant d'éducation permanente, drapeau et portrait du président de la République, aspect historique et institutionnel. Avec notre invité, on ira plus en profondeur pour développer, bien sûr, cet aspect historique et institutionnel. Bonjour, monsieur Oucho Gérard. Bonjour, monsieur Val. Bienvenue. Merci bien, monsieur. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. J'avais la chance de vous voir hein, et en train de regarder attentivement, et bien sûr, Madame Kouassi, et avec vous, on va encore, bien sûr, plus loin dans notre décortiquage. Alors, nous allons parler de drapeau et portrait du président de la République, aspect historique et institutionnel. Mais d'abord, vous êtes enseignant d'éducation permanente. Effectivement. Enseignant d'éducation permanente, qu'est-ce que ça veut dire? Merci, M. Cheval. Je dis merci à la RTI qui a bien voulu nous convier sur ce plateau pour cette belle émission. Je voudrais dire, depuis mon emploi, effectivement, je suis enseignant d'éducation permanente. Et comme mon emploi le dit, l'éducation permanente est une éducation qui se fait continuellement. Il n'y a pas d'interruption. Oui. Donc, nous éduquons les populations, j'allais dire, selon un de mes professeurs, du berceau à la tombe. Oui. Et c'est un certain nombre de programmes socio-éducatifs que nous concevons et nous mettons en pratique au profit de toutes les couches de la population en général et de la jeunesse en particulier. Voilà. Donc, au secrétariat d'État chargé du service civique, Oui. l'enseignant d'éducation permanente que je suis, avec les différents responsables que nous avons là-bas, nous concevons des programmes, par exemple, en matière de civisme. Par exemple, le civisme routier. Concevons un programme de civisme environnemental. Surtout ça, le civisme routier, parce que sur nos routes, vraiment, hein, même quand on vient le matin à 4 h du matin, 5 h, il y a des choses qu'on voit. Hein. Voilà. Donc on imagine en journée, ce que ça fait, on comprend plus ou moins ce que vous êtes en train de nous dire. Et donc, éducation permanente, c'est pour tout le monde, à tout âge. On peut quand même aller continuer à se faire former. Même moi, après cette émission, je peux quand même aller me faire former sur le civisme. Allez, on va poursuivre. Mais avant, on va quand même écouter nos populations sur les symboles des nations, qui sont des signes, des mots, des édifices et des images qui servent à distinguer un pays et aussi d'autres. Alors, quels sont les symboles de la Côte d'Ivoire? Nous allons poser cette question aux populations. Vous aurez la réponse dans quelques secondes et on reviendra avec notre invité. Sont les symboles de la Côte d'Ivoire? Il y a le drapeau, il y a la Constitution, il y a la présidence, l'Assemblée nationale. Il y a l'éléphant, il y a le drapeau orange, blanc, vert. L'éléphant? C'est tout ce que vous savez comme symbole? L'éléphant. Connaissez-vous d'autres symboles? Oui, j'en connais. Lesquels? L'ivoire, par exemple. Bon, je ne pense pas que la photo du président fasse partie des symboles de la Côte d'Ivoire. Le drapeau, il est de quelle couleur? Orange, blanc, vert. Bleu, vert, orange, blanc. La devise de la Côte d'Ivoire? L'hymne national. La devise de la Côte d'Ivoire, c'est l'union, discipline, travail. L'hymne national de la Côte d'Ivoire? L'Abidjanaise. Tu peux chanter? Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. L'Abidjanaise. Tu peux chanter? Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. J'ai pas l'habitude, donc je perds les mots. Salut aux terres. Madame, pardon, excusez ça, je perds les pédales.
Merci à Pascaline Kwame pour ce micro-trottoir sous forme de quiz pour demander aux Ivoiriens. On est en Côte d'Ivoire, hein, monsieur Oncho. On n'est pas dans un autre pays, on n'est pas loin, on est en Côte d'Ivoire. Un petit mot sur ce qu'on vient de voir. Méconnaissance grave, quoi. Oui, mais comme madame la directrice le disait tout à l'heure, ça va. Sinon, 10 ans en arrière, c'était, j'allais dire, pire. Oui. Mais... On peut demander l'hymne national et puis on va donner une chanson de Gadji Seli. De plus en plus, les choses s'améliorent. De plus en plus, les choses s'améliorent et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Allez, historique maintenant de l'emblème et du portrait du président de la République. On commence avec l'emblème. Effectivement, comme madame la directrice le disait tout à l'heure, l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bande verticale et d'égale dimension. Ce n'est pas l'éléphant, mais notre emblème a eu une histoire. Vous savez, lorsque vous prenez la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance, c'est tout un processus. Nous sommes partis, j'allais dire, d'une assemblée constituante, d'une assemblée législative, pour arriver à une assemblée nationale. Et la première constitution qui date de 1959, dès 1959, feu Boigny et ses pairs, l'ensemble qui étaient des sénateurs, qui vont devenir des députés en 1960, ont décidé de poser les jalons de la République de Côte d'Ivoire. Et vous convenez avec moi qu'on ne peut aller à l'indépendance si on n'a pas un emblème, un drapeau. C'est clair. Donc, la commission qui a présidé pour l'avènement de notre emblème, c'est la commission législative, justice, institutionnelle, règlement des immunités et des projets de loi. Et cette commission était dirigée par feu Séri Coré, qui est le mari de Marie Coré. Il avait pour rapporteur, il y a eu 2 rapporteurs, feu Mamadou Koulibaly, il a été président du Conseil économique et social sous les années Oufouy. À l'époque. Et feu Hucher Assouan. Mais vous allez me dire que comment est-ce que les choses se sont passées concrètement? Oui, les discussions. Les discussions, effectivement. Les discussions étaient très houleuses. J'allais dire, un peu comme on le voit dans tout hémicycle. La commission dont je viens de faire allusion s'est réunie avant de porter les travaux en plénière. Et dans les discussions en commission, 2 tendances se sont dégagées au niveau des couleurs et du sens de nos emblèmes. Lesquelles? Une première tendance, dirigée par feu Mamadou Koulibaly, voulait que l'orange soit matérialisé par la savane du nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Le blanc, la paix, et le vert, la forêt du sud, de l'est et de l'ouest. Feu Ndia Kofi Blaise a pris le compte-pied pour dire si nous devons retenir ces différentes significations que vous venez de donner, le jour que les fils et les filles de ce pays ne vont plus s'entendre, chacun ira avec son morceau d'étoffe. Donc on n'aura plus de drapeau. Alors il a proposé, parce que c'est des propositions concrètes, il a proposé que l'orange soit matérialisé par le sang que la population a versé pour notre lutte d'émancipation. L'orange est matérialisé par le sang. La couleur de notre terre riche et généreuse. Le blanc, la paix, mais la paix du droit. Et le vert, l'espérance, la certitude d'un devenir meilleur. Et c'est ce second sens qui a primé qui a été retenu et qui a été porté en plénière. Voilà. Et en plénière, le représentant du gouvernement d'alors, c'est le ministre d'État, feu Jean de la Force. C'est lui qui représentait le gouvernement à cette époque-là, qui va, etc. Et voilà comment est-ce que les choses ont été décidées à l'Assemblée nationale. Et c'était le jeudi 3 décembre 1959. Merci beaucoup. Et nous avons aujourd'hui orange, blanc, vert, qui est l'emblème de notre pays. Il ne faut pas donc se tromper. Ce n'est pas l'éléphant, comme on a entendu tout à l'heure dans le micro au trottoir. On en vient au portrait du président de la République. Effectivement. Concernant le portrait du président de la République, lorsque vous regardez les attributions du président de la République concernant tout ce qui est attribution au niveau de notre Constitution, que ce soit l'article 54, 55, le président de la République, c'est le premier responsable de la Côte d'Ivoire, c'est le premier citoyen. Il incarne tout ce qui est
j'allais dire, l'égalité constitutionnelle, tout ce qui est souveraineté au niveau de l'État. C'est lui qui veille sur la Constitution. Et lorsque, depuis la première Constitution jusqu'à la troisième Constitution où nous sommes, le président de la République occupe une place importante au niveau de la vie de la nation. Donc, en reconnaissance depuis la première Constitution, son portrait doit être accroché dans tout ce qui est institution publique et même au privé. Donc, ce que Madame la directrice vient de dire, c'est tout à fait normal. Donc, c'est le portrait officiel qui est publié au journal officiel de la République. Ce n'est pas le portrait du militant. Quand il était dans son parti politique ou bien, comme vous le savez, quand il était... C'est quoi le portrait du militant, par exemple? Le portrait du militant, c'est le portrait du président. Par exemple, quand il était à la rue Lépic, par exemple, le président vient et puis voilà. Cette photo de campagne, par exemple. Ça, c'est du militantisme, celui qui met dans son... Et il est arrivé qu'on est arrivé chez certains responsables, des responsables au niveau de l'administration, ils avaient le portrait de militant. Certains avaient le portrait d'investiture, en son temps à Yamoussoukro. Donc, on leur a dit, voilà, et puis on leur a donné tout ce qui est documents afférents à... Quelle que soit la beauté de ce portrait, ce n'est pas le portrait officiel. Voilà. Moi, je salue sur ce plateau le corps préfectoral, qui a vraiment ce sens élevé au niveau de la vie de la nation et qui met le portrait du président de la République là où il faut, derrière le siège en haut. Merci à M. Oumso Gérard. On rappelle, il est enseignant d'éducation permanente et il est chef de service chargé de la formation au secrétariat d'État chargé du service civique. Et on dit merci à Mme Georgette Kouassi. On dit merci aussi à tous nos consultants et merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce jour. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Demain, on sera encore là pour joindre l'utile à l'agréable. Passez un excellent moment sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Que Dieu vous garde. Au revoir. Merci.